finalement, il nous reste la troisième fonction dont j'avais parlé. Et cette fonction-là, dans le fond, ça va être celle qui va faire tout le travail. Je crois que j'avais dit trois petites fonctions, mais finalement, celle-là, ça va être la vraie fonction. La vraie fonction de pathfinding qui s'occupe de tout. Donc, c'est parti pour une grosse, une grosse partie du travail, dans le fond. Donc, je vais tout simplement créer une nouvelle fonction que je vais appeler findPath2Target. Et cette fonction-là, elle va prendre deux inputs. Le premier input, ça va être startTile, dans le fond, le point de départ, et la targetTile qui va être le point d'arrivée. Et voilà, compiler, sauvegarder, convertir ça en pur, bien sûr, et recompiler, sauvegarder encore, parce que j'aurais pu la convertir avant, bien sûr. Et je vais juste tout simplement me créer une nouvelle catégorie que je vais appeler pathfinding pour ces trois nouvelles fonctions. Donc, voilà. Pour ma fonction, dans le fond, je ne vais pas suivre directement l'algorithme parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs trucs qui étaient, selon moi, mieux de les faire de certaines façons. Et je trouve que c'est un petit peu plus mélangeant de comme suivre tout simplement à côté de l'algorithme pendant qu'on crée la fonction. Mais par contre, ensuite, ce qu'on va faire, c'est sûrement pour essayer d'améliorer l'algorithme un peu parce que je sais très bien qu'il n'est pas parfait. Donc, je vais sûrement réouvrir l'algorithme de temps en temps, regarder, comparer, essayer de trouver pourquoi certaines choses ne marchent pas super bien ou certaines choses pourraient aller mieux, dans le fond. Parce que je sais que l'algorithme, de la façon que je le fais en ce moment, fonctionne bien, mais il n'est pas parfait. Ça, c'est clair. Puis il pourrait être amélioré, bien sûr. Il y a plein de nouvelles techniques de pathfinding de plus récentes que le A-Star, dans le fond, qui pourraient être utiles aussi si on veut améliorer grandement le résultat de notre pathfinding. Mais pour l'instant, cette première version, version Blueprint, va faire le travail pour cet épisode. Sinon, ça pourrait étirer la chose beaucoup trop longtemps. Donc, pour commencer, je vais tout simplement me mettre dans des locales variables les deux inputs, tout simplement parce que ça va être plus simple à utiliser. Start tile, je peux pas l'appeler de la même façon. Hein. Start tile. Putain, j'ai rajouté un L à la fin juste pour dire que c'est local. Oups, et promo tout local variable. Target tile L. Et voilà, ça va être une variable locale ici, comme ça. Ok. Donc, au départ, il faut setter les valeurs par défaut de notre grille. T'as coup qu'on vient de faire un pathfinding, dans le fond, et qu'on vient d'affecter tous les éléments de notre grille, ils seront plus, dans le fond, à jour. Ben, ils vont être trop à jour. Ils seront plus par défaut, donc on pourra pas. On va utiliser les vieilles valeurs pour calculer un nouveau chemin, c'est pas l'idéal. Donc, on va tout simplement resetter notre grille. Donc, je vais me faire une petite séquence ici. Et la première partie de ma séquence, ça va être pour justement resetter notre grille. Pour ce faire, je vais tout simplement looper au travers de ma grille, comme on le fait précédemment. For each loop. Et avec ça, je vais pouvoir find pour être sûr d'avoir tous les éléments de notre grille. Et je vais ensuite faire un add pour pouvoir setter les valeurs que je veux à notre grille. Ben, dans le fond, les valeurs par défaut. Donc, quelles sont les valeurs par défaut que nous voulons? L'index, on va pas y toucher, donc on garde. Pas l'index, on va pas y toucher, mais l'index, c'est l'index qu'on lui passe dans la loupe. L'acteur, on y touche pas, parce que la case changera pas d'acteur, dans le fond. Le ground type changera pas non plus, la position de la case non plus. Tout à coup que la position de la case change, vous pouvez le changer là. Le grid index ne changera pas. Et le coût de la case ne changera pas non plus. Par contre, toutes les valeurs ici, c'est les valeurs qu'on va déterminer pendant le pathfinding.
Donc ces valeurs-là vont changer pendant le pathfinding. Donc il faut pas qu'elles changent. Il faut pouvoir les resetter une fois que notre pathfinding est terminé ou une fois qu'on veut commencer un nouveau pathfinding. Donc le coût final, je vais mettre à 999, le coût à partir du début 999 et même chose pour l'estimation pour se rendre jusqu'à la fin. 999, pourquoi? Tout simplement parce que c'est des valeurs invalides. Donc ça va être facile à se rendre compte si jamais il y a des valeurs étranges qui apparaissent. S'il y a 999 qui apparaît quelque part, on le sait que c'est une valeur invalide ou impossible. La tile previews, dans le fond, je la laisse à 00. Je pourrais mettre 999, mais si on met 999, ça, comme c'est invalide, ça va sortir de la grille. Et si ça sort de la grille, ça risque de faire bugger Unreal. Donc 0,0, on sait que la case va tout le temps être là dans la grille, c'est la première de la grille. Donc même si on a une grille de 1 par 1, dans le fond, donc une grille d'une seule case, on sait que 0,0 va exister. Donc l'important c'est juste que la valeur existe pour être sûr que si on essaye de la prendre dans la grille, ça crache pas. Donc voilà, ça va être pour setter les values par défaut. OK. Mais ça, c'est les values de toute la grille au complet. Il va falloir le faire aussi pour... Oups. Pas ça. Pas ça que je veux faire. C'est ici. On va falloir aussi le faire pour la première case. Dans le fond, la start tile, celle-là va avoir des différentes values que celle d'en haut, dans le fond. Pour ce faire, je vais faire la même chose que j'ai fait ici, mais tout simplement pour la case par défaut. Et ça, c'est de la façon que l'algorithme fonctionne, dans le fond. La première case a déjà ses valeurs, et donc on va garder les mêmes valeurs que pour l'algorithme. Donc, la première case n'a pas de preview style parce que c'est la première. Le coût pour se rendre jusqu'à la fin, ça va être tout simplement notre estimé. Get estimated cost to target. Comme ça. Qui va tout simplement prendre la position de départ et la position de target. Donc ça va être tout simplement le coût que ça va nous coûter pour se rendre jusqu'à la fin, si jamais la grille n'a pas de mur et si jamais la grille n'a pas d'obstacle ou de cases qui causent justement des obstacles qui ralentissent le déplacement. Et combien ça coûte pour se rendre jusqu'à cette case, c'est complètement nul parce que c'est la première case, donc le coût à partir du début c'est 0 pour la première case. Et finalement, le coût final, habituellement le coût final c'est l'addition entre le coût à partir de la case du départ et le coût pour se rendre jusqu'à la fin. Donc l'addition de ces deux coûts en ce moment c'est tout simplement l'estimation pour se rendre jusqu'à la fin parce que le coût du départ coûte absolument 0. Et voilà. Donc ça, c'est la valeur de la case de la première case dans le fond de la grille. Je vais tout simplement le mettre dans le completed ici. Comme ça. Donc, on commence par setter toutes les cases de la grille et ensuite on set la case initiale. Il y a sûrement une autre façon de le faire un petit peu plus optimale que d'aller setter la case initiale et ensuite de la resetter. On peut se faire un if là-dedans pour essayer de comparer, mais c'est pas grave, ça va fonctionner comme ça. Ok, donc voilà, ça va être les default values. Ok. Pour faire apparaître une boîte comme ça, c'est appuyer sur C sur votre, dans le fond sur la lettre C, ça va faire apparaître la boîte de commentaires. Donc, une fois que les valeurs par défaut sont settées, on va commencer à faire nos calculs. Mais avant de setter nos valeurs par défaut, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement regarder si la position qu'on essaie d'aller est valide. Parce que ça sert à rien de faire le pathfinding si jamais la position de la target n'est pas valide. Donc je vais tout simplement reprendre ma structure ici, get, et je vais faire un find, comme ça. Donc, encore une fois, on va lui passer le target L. Comme le target va être déterminé quand on va passer notre souris sur une des cases, il va tout le temps être valide ici le if, mais aussi bien le regarder quand même, comme ça on est sûr que ça va être vraiment correct. Donc je vais vérifier s'il le trouve dans la grille pour commencer. Et ensuite, je vais aussi, même chose qu'avant,
regarder si le ground type n'est pas égal à none ou à impossible. Je suis en train de penser que je pourrais vraiment me créer une fonction pour ça, parce que je le fais souvent. Et ça serait une bonne pratique de le faire, et c'est sûrement quelque chose que je vais faire de mon côté quand je vais avoir un petit peu plus de temps. Ok, voilà. Donc, c'est les 3 checks que je veux faire avant de commencer à Pathfinder, parce que je vais pas calculer un chemin pour me rendre à une case que de toute façon, je pourrais pas rentrer dedans, parce qu'elle est impossible, ou qui n'existe tout simplement pas, ce qui va complètement faire cracher le tout. Ce qui n'est pas bien. Donc voilà. Si mes 3 checks sont corrects, je vais commencer par setter les valeurs par défaut, et ensuite on va commencer l'algorithme pour de vrai. Donc, de la façon que l'algorithme fonctionne. L'algorithme prend les deux mêmes listes que le vrai algorithme, dans le fond, les deux mêmes listes de cases. Donc, il y a le open set et le closed set. Open set et le closed set, qui nous permet de classer nos variables qu'on veut ou pas calculer. OK. Et on va tout simplement commencer par ajouter add unique. Je fais des add uniques juste pour être sûr que il n'y a pas une case qui se ramasse plus qu'une fois dans un array. Habituellement, un add ferait très bien le travail, mais juste pour être sûr, on va faire ça comme ça. Et l'algorithme commence en ajoutant la case de départ à la liste, dans le fond. Mais je vais le faire différemment parce qu'il faut faut garder en note quelle case qu'on est en train d'analyser en ce moment. Donc, current tile, cette case-là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est, vu que la première case qu'on va analyser, ça va être la case par défaut, la case de départ, dans le fond, je vais tout simplement setter la current tile avec la tile de départ comme ça, tout simplement pour éviter les erreurs. Et ensuite, je vais utiliser cette current tile là pour l'ajouter dans la liste. Donc, c'est juste des index, ça ne changera rien, mais c'est juste histoire d'utiliser seulement la current tile et de ne pas utiliser la case de départ dans le fond, une fois qu'on commence le travail. Donc, ok. Comment que l'algorithme fonctionne par la suite? Ce qu'il fait, c'est il regarde dans cette liste d'open, comme ça ici, il regarde dans cette liste-là si elle est vide. Si elle est vide, c'est que l'algorithme a finalement fini de regarder toutes les cases disponibles sur la grille, toutes les cases qui étaient possibles de se rendre, toutes les cases qui étaient open dans le fond. Donc, il aurait fini son travail. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tant que la liste n'est pas vide, donc tant que la length de la liste est plus grande que 0, l'algorithme n'aura pas fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est un while loop tant que la liste n'est pas vide. Parce que tout au long de la liste, il va retirer des éléments de la liste d'open, il va les mettre dans le closed set à la place, ce qui va permettre d'éliminer les cases une par une. Et voilà. Donc, la première étape, une fois que nous sommes rentrés dans cette boucle qui dans le fond, elle va regarder toutes les... qui ne va pas se terminer tant que la liste n'est pas vide, la première étape, c'est de déterminer dans cette liste quelle case coûte le moins cher. Le premier tour, c'est bien sûr, ça va être la case 0, parce que bien sûr, il n'y a pas de case qui coûte... il y a seulement une seule case dans notre liste. Mais tous les tours suivants, il va pouvoir déterminer c'est quel le meilleur choix dans cette liste, parce que en déterminant, dans le fond, c'est laquelle qui coûte le moins cher jusqu'à présent, selon les calculs précédents. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les cases de l'open set ici, get, et on va faire un for each loop encore une fois. Donc, on va looper dans toutes nos cases du set disponible, et on va essayer
de trouver c'est laquelle coûte le moins cher. Donc, pour ce faire, je vais juste me créer une toute petite variable qui va être le open set cheapest. Donc, la case qui coûte le moins cher dans l'open set. Et par défaut, je vais m'assurer qu'elle ait une valeur. Donc, ça va être, je vais prendre le premier de ma liste. Donc, le premier élément de ma liste, je vais tout simplement le mettre. Je vais y dire, ok, par défaut, c'est toi qui coûte le moins cher. Ensuite, on va déterminer si c'est vrai. Tout simplement pour ne pas que cette valeur-là soit vide une fois tout à coup que l'algorithme rate son coup ou qu'il se retrouve avec des cases plus ou moins valides, pour X raisons. Il va tout le temps retourner avec l'élément 0 de cette liste au moins. Il va pas planter et rester pris dans le fond dans cette loop. Ça va pas créer une loop infinie ici parce qu'il n'y aura jamais trouvé de case valide ou il va tout le temps retourner 0, 0, 0 parce que la case par défaut dans le fond c'est 0 ici la valeur. Donc c'est pas ça qu'on veut, on veut tout le temps que ça nous retourne au moins une case de la grille, donc en faisant ça comme ça, c'est sûr que ça va nous retourner une case de la grille. Donc une fois qu'on s'est assuré que ça crachera pas ici, on loop dans tout le set. Comment qu'on détermine c'est quel le meilleur choix dans ce set-là, dans le fond? Comment qu'on détermine c'est laquelle qui coûte le moins cher? On va utiliser dans le fond toutes les valeurs qu'il y a dans la structure ici. Toutes les trois types de coûts qu'on vient de créer, on va les utiliser. Donc, on va comparer la case qu'on est rendu en ce moment avec la cheapest. Parce que la cheapest, on va tout le temps la modifier. On va la remplacer, dans le fond, on va utiliser la case du moment pour remplacer la cheapest si jamais la case du moment est plus cheap que la cheapest. Donc voilà, je vais faire un second find ici qui va finder selon la cheapest du open set. Voilà ici, que je vais splitter. Donc on va comparer les deux résultats de ces deux cases. Donc la première valeur qu'on va comparer, c'est le coût final. Donc si le coût final de la case courante est plus petit que le coût final de la case qui coûtait le moins cher avant, ça veut dire que la case courante coûte moins cher que la case précédente. Donc voilà. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est on va setter. Open set cheapest. Donc la case courante va devenir notre nouvelle moins chère. Et voilà. Ça, c'est le premier cas. L'algorithme initial s'arrête à ce cas-là. Mais ça peut arriver que les deux coûts finaux coûtent la même chose dans le fond. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement regarder s'ils sont égales, pour commencer. Si ces deux chiffres-là, dans le fond, si le premier coûte plus cher, le premier coûte plus cher que l'autre, il coûte pas moins cher. Donc si c'est faux, ça veut pas dire que ça coûte plus cher, ça veut dire que ça peut aussi être égal. Donc si elles sont le même coût final entre les deux cases, on peut aussi regarder les autres coûts. Celui qui a le plus d'impact dans le fond, c'est l'estimation que ça nous prend pour nous rendre jusqu'à la fin. Donc estimated cost to target. C'est celui-là qui a le plus d'impact, donc c'est le seul qu'on va ajouter pour l'instant. Mais on va sûrement trouver un moyen d'ajouter les autres par la suite. Donc, ce que ça donne, c'est que si jamais le coût si jamais le coût final de la case courante est plus petit que le coût final de la moins chère, on remplace la moins chère par la case courante, parce qu'elle est moins chère. Si jamais ces deux coûts-là sont égaux, on va aussi regarder le coût qui va nous rester avant de se rendre jusqu'à la fin. Donc, tant qu'à avoir deux cases, mettons, qui nous coûtent, si mettons les deux cases en ce moment nous coûtent 20 points pour nous rendre jusqu'à cette case-là. Si une de ces deux cases-là coûte un autre 50 points pour nous rendre jusqu'à la fin, tandis que l'autre nous coûte un gros 3 points pour se rendre jusqu'à la fin,
On va bien sûr privilégier celle qui nous coûte 3 points au-dessus de celle qui nous en coûtait 50 parce que c'est désavantageux de retourner avec une case qui coûtait 50 dans le fond. Donc c'est pour ça que j'ajoute celui-là ici. Et voilà. Donc ici on détermine c'est laquelle case qui coûte le moins cher dans celle qui nous reste de disponible à analyser. Et une fois que nous avons déterminé ça, on va continuer par la suite. Ce qui est la suite, c'est de faire en sorte que notre case courante, celle qu'on est en train d'analyser dans le fond, on la remplace par celle qui coûtait le moins cher. Donc on va pas continuer d'analyser une case qui ne sert à rien si jamais il y en a une qui coûtait moins cher que ça dans notre paquet de cases dans le fond. Ok, donc voilà. Et comme nous allons analyser cette case-là, on va tout simplement l'enlever. L'enlever du set open parce que maintenant elle n'est plus open parce qu'elle va être analysée dans pas trop long. Donc je vais juste remove item et voilà. Ce qui va faire qu'on va l'enlever du open set. Et à chaque fois qu'on enlève une case du open set, il faut l'ajouter au close set pour être sûr de ne plus jamais l'ajouter au open set. Sinon ça ferait des calculs infinis. Donc pour être sûr de ne plus jamais calculer la même case une autre fois, je vais tout simplement ajouter la case au closed set. Donc je vais ajouter la case courante au closed set. Et voilà. Donc, la case qui coûtait le moins cher dans toutes nos cases du open set, on va maintenant l'enlever du open set parce qu'on s'apprête à la calculer pour vrai et l'ajouter dans le close set pour être sûr de ne plus jamais y toucher par la suite. Donc, c'est là qu'on arrive à la partie vraiment du calcul qui détermine par où qu'on va par la suite. Et pour ce faire, dans le fond, on regarde les voisins de la case qu'on veut analyser. Parce que la case qu'on veut analyser, dans le fond, c'est comme si c'était la case qu'on était dessus en ce moment. Et on veut regarder quelles sont nos possibilités. Est-ce qu'il y en a? Si oui, lesquelles sont-elles? Et parmi ces possibilités, quelle est celle qui coûte le moins cher et quelle est celle la plus avantageuse pour continuer notre chemin? Donc, et tout simplement calculer aussi, maintenant que nous savons que les cases existent pour vrai, parce que en ce moment, admettons qu'on commence du départ, la case du départ ne sait seulement que les cases qui existent sont les 4 autour d'elle, si elles existent. Donc, on va tout simplement, tant qu'à savoir qu'elles existent, calculer leur coût, et ensuite procéder vers la suite. Donc pour ce faire, on va tout simplement utiliser la fonction qu'on s'était créée tantôt pour indiquer quelles sont les cases qui existent, quels sont les voisins de la case dans le fond qui est utilisée en ce moment. Donc je vais prendre ma case courante et getter ses voisins. Voilà. Ensuite, je vais looper au travers de ces voisins là pour pouvoir indiquer c'est quoi leur valeur. Et voilà. Donc, de la façon que l'algorithme fonctionne, je vais commencer juste par me créer une petite variable ici parce que je vais l'utiliser souvent. Donc, ça va être current neighbor. Parce qu'on loupe dans les voisins, en fond. Donc, celui-là, ça va être celui que je suis en train de louper dedans en ce moment. Donc, la première partie de l'algorithme, c'est de tout simplement regarder si le voisin est déjà dans la liste des closed. Si il est déjà dans la liste des closed, on veut tout simplement l'ignorer. Donc, pour ce faire, je vais regarder si le current neighbor, si la close set contains le current neighbor. Parce que si oui, on veut tout simplement l'ignorer, sinon c'est une case qu'on aurait déjà calculée et qu'on sait qu'on ne veut pas utiliser par la suite.
Donc voilà, il faut l'ignorer. Je vais juste faire un autre booléen ici pour l'inverser. Juste pour que ça soit un petit peu plus beau pour moi, dans le fond. C'est juste niveau comment j'aime que ça soit aligné. C'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser la branche du face si vous préférez. Moi j'aime bien utiliser la branche du trou en tout temps. En tout cas pas en tout temps, mais le plus souvent possible pour que ce soit une belle ligne droite. Donc ce que je vais faire, c'est ici en inversant le booléen, c'est que si le close set ne contient pas le current neighbor, on va continuer avec le trou ici. Donc, ensuite, la prochaine étape, c'est de calculer combien, maintenant que nous savons dans le fond combien ça nous a coûté nous rendre jusqu'à la case précédant le voisin. Donc, si mettons c'est notre premier déplacement et que nous sommes à la case 0, ça va nous coûter 0 de déplacement parce qu'on est sur place, on ne bouge pas. On connaît les voisins autour de nous. On veut savoir combien ça va nous coûter pour se rendre jusqu'à ce voisin-là en prenant considération du nombre de déplacements que nous avons fait. Donc, si le terrain dans lequel nous voulons entrer est un terrain difficile, ça va nous coûter plus cher que si c'est un terrain normal. Donc, on va prendre ce que ça vient de nous coûter nous rendre jusqu'à la case que nous sommes en ce moment, et on va additionner le coût du terrain à côté, donc de la case à côté, donc du voisin. Si on était à la case de départ, ça nous coûte 0, donc on fait 0 plus le coût du voisin. Mais si, mettons, on vient déjà de se déplacer de 5, on garde en mémoire ce 5, et on va additionner le coût du voisin. Donc si, mettons, c'est un terrain difficile et que ça nous coûte un autre 5 pour faire ce pas de plus, ça va nous coûter 10 pour aller sur la case de notre voisin. Ça va nous coûter 10 au total. Donc ça, c'est la suite. Il faut déterminer combien ça nous coûterait au total si on décide de prendre ce chemin. Donc pour ce faire, je vais juste me créer une autre variable encore une fois, que ça va être neighbor, current neighbor, cost from start. Donc le coût de ce voisin, dans le fond, le coût total à partir du départ. Si en prenant en considération le chemin que nous venons de faire jusqu'à là. Donc, toutes les additions que nous avons fait avant vont être prises en considération à chaque pas. Donc, on va setter ça. OK. Maintenant, il faut faire ce calcul. Le calcul est relativement simple. On prend la structure ici. On va finder la position à laquelle nous sommes en ce moment, donc current tile. Comme ça ici, on peut splitter ça, voilà. Et même chose, on va prendre la structure, on va finder ici, et on va prendre le current neighbor. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend les deux cases intéressées, les deux cases qui nous intéressent dans le fond, soit celle que nous sommes dessus et celle que nous voulons aller dedans. Toutes les autres cases ne servent absolument à rien pour ce calcul, parce qu'on les ignore complètement. Et voilà. Donc, ce que ça nous prend, c'est le coût à partir du début. Oups. Parce que chaque case est au courant justement du coût que ça vient de l'écouter pour se rendre jusque là. Et plus le coût de la case dans laquelle nous voulons aller. Voilà, comme ça. Ok. Donc ceci, c'est tout simplement comme ça qu'on va faire ce calcul. Ok. Donc, ok. L'étape suivante, c'est de regarder si ce coût que nous venons de calculer, comme ça, il est plus petit que le coût précédent que nous avions calculé pour cette case. Donc, si jamais pour X raison, oups, pas tile cost, ça va être le cost from start, voilà. Si jamais pour quelque raison que ce soit, nous venons de découvrir un chemin qui coûte moins cher vers cette case, parce que ça va prendre en considération les cases précédentes dans le fond, si jamais nous venons de découvrir un nouveau chemin vers cette case et que ce chemin coûte moins cher que le précédent, on veut mettre à jour les informations que nous avions sur cette case parce que sinon c'est l'information perdue et ça serait dommage
d'ignorer une case qui aurait pu être utile maintenant qu'elle coûte moins cher. Donc on va se faire un petit if ici. Donc si le nouveau coût que nous venons de déterminer ici est moins cher que le précédent, par défaut, comme le coût est à 999, la première itération va tout le temps être moins chère, mais la prochaine fois qu'on va croiser cette case-là, c'est possible qu'elle soit encore moins chère. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut mettre à jour cette case. Donc, je vais juste faire un add ici, et je vais mettre à jour le current neighbor dans la liste. Oups, pas false, true, ici, voilà, comme ça. Ok, donc je vais splitter ça ici. Ok. Donc, l'acteur reste le même, bien sûr. Le ground, il reste le même. La location reste le même. L'index reste le même. Ok. Maintenant, le coût de la case aussi reste le même, ce qui est très pratique. Donc, maintenant que nous avons déterminé son coût ici, et que nous avons pris en considération que cette case-là coûtait moins cher que la dernière fois que nous l'avons croisée, nous allons y assigner son nouveau coût from start. Voilà, comme ça. Et ce que nous allons faire, c'est calculer les deux autres coûts. Donc, les deux autres coûts, c'est maintenant qu'on calcule ça ici, nous l'estimer jusqu'à la fin. On va le recalculer parce que dans le fond, nous venons peut-être de trouver un nouveau chemin ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est pas tant pour le recalculer que c'est utile, si mettons c'est la deuxième fois que nous le croisons, mais ça va être aussi la même partie de notre code qui va se faire appeler si jamais la case, c'est la première fois qu'on la croise. Donc c'est pour ça qu'on le recalcule à chaque fois. Techniquement, on pourrait comme séparer ça en deux et faire que cette fonction-là se fait s'appeler juste si jamais c'est la première fois qu'on croise la case. Mais comme c'est juste tout simplement un petit calcul rapide, ça ne devrait pas causer trop de problèmes de le calculer à chaque fois, dans le fond. Donc, on prend notre voisin courant et on calcule combien de temps ça va lui prendre pour se rendre à la fin. C'est tout simplement un estimé, ça ne sera pas le vrai calcul, bien sûr, parce qu'on fait juste calculer dans le fond des cases. Et pour calculer le coût final, on fait tout simplement additionner ces deux valeurs. Donc on additionne l'estimation qu'on vient de faire avec le coût que ça nous coûte, que ça vient de nous coûter pour se rendre jusqu'à cette case. Donc ces deux valeurs-là additionnées ensemble va nous donner un coût final qui est en partie estimé et en partie concret. Voilà. Donc ça comme ça. Et si jamais ce nouveau voisin coûte moins cher, ça veut dire qu'on vient de prendre un nouveau chemin pour nous rendre, ou tout simplement c'est la première fois qu'on croise ce voisin, et qu'on se rend compte que finalement, oh wow, ces valeurs sont belles et tout. Faut donner un parent à ce voisin. Dans le fond, la case précédente par laquelle on passe pour se rendre jusqu'à ce voisin, on va tout simplement mettre à jour c'est qui son voisin. Son parent, dans le fond, la case par laquelle on vient de passer. Donc voilà, en faisant ça comme ça, si c'est une nouvelle case, ça va remplacer l'ancienne. Si c'est la deuxième fois qu'on croise ce voisin et que le calcul est meilleur, ça va remplacer l'ancienne. Et si c'est la première fois qu'on croise ce voisin, ben ça va tout simplement lui indiquer c'est par quel chemin on vient de passer pour se rendre dans le fond. Pas par quel chemin, mais c'était qui le précédent. Et c'est comme ça qu'on va retracer le chemin. Dans le fond, on va partir de la fin et prendre tout leur précédent jusqu'au départ. Ok. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens, c'est beaucoup de choses, mais on va essayer de clarifier par la suite. Ok, donc, voilà. Ça, c'est là que le gros du travail se fait. Dans le fond, c'est là que tous les calculs se font. Et ça se fait dans le cas où le voisin qu'on va croiser est plus avantageux ou est un nouveau voisin. Et justement, il faut regarder pour savoir si c'est soit un nouveau voisin, soit
tout simplement un voisin plus avantageux ou aucun des deux. Ici, c'est ni un nouveau voisin, ni un voisin plus avantageux. Parce que là, ici, c'est tout simplement, on regarde si le voisin est plus avantageux que la dernière fois que nous l'avions croisé. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un autre if qui va vérifier si c'est un nouveau voisin. Parce que c'est clairement un voisin plus avantageux si c'est un nouveau voisin. Donc, je vais prendre le open set, comme ça. Et je vais regarder si contains le voisin courant. Current neighbor, voilà. Encore une fois, je vais l'inverser ici, notre booléen. Ok, ça comme ça. Ça comme ça. Ok. Donc, s'il ne contient pas ce voisin, on va pas faire le calcul pour savoir si le voisin est plus avantageux parce qu'on le sait directement. C'est sûr qu'il est nouveau. Et vu qu'il est nouveau, c'est sûr qu'il est plus avantageux que la dernière fois que la dernière fois qu'on vient d'y passer, qu'on y a passé, parce qu'on y a jamais passé. On l'a jamais vu, on sait pas c'est quoi ces calculs. Et voilà. Donc, on va tout simplement l'ajouter au open set. Maintenant qu'on sait qu'il est nouveau. Add unique. Current neighbor. Oups. Oups. Hop. On va tout simplement l'ajouter dans nos cases possibles pour la suite. Ça comme ça. OK. Et une fois qu'on l'a ajouté, on va, même chose, lui dire c'est quoi ses valeurs. Et on peut attacher ça ensemble ici. Donc, je vais essayer de résumer de façon un peu plus claire parce que je sais que je me suis enfargé un tout petit peu dans ce que j'ai dit, un petit peu beaucoup. Donc, dans le fond, quand on arrive sur une case, on lui demande c'est qui tes voisins, donc les 4 cases qu'il y a autour. Pour chacun de ces voisins-là, on va regarder si nous avions déjà calculé ce voisin. Si nous l'avions déjà calculé et que nous l'avions déplacé dans le close set, on ne veut pas le recalculer, donc on l'ignore. Comme ça ici, on ignore. Par contre, s'il n'était pas dans cette liste-là, nous allons regarder combien que ce voisin coûte. Combien ça nous coûte de se rendre jusqu'à ce voisin-là, on va le calculer. Ensuite, on va regarder si le voisin était déjà dans notre liste de cases potentielles, dans le fond de notre open set. On va regarder si le voisin était déjà dedans. S'il n'était pas dedans, on va l'ajouter, tout simplement. Mais s'il était déjà dedans la liste, on va regarder si le nouveau coup qu'on vient de lui trouver est plus avantageux que l'ancien. S'il est plus avantageux que l'ancien, c'est que nous venons de trouver un nouveau chemin pour se rendre jusqu'à cette case et que ce chemin est moins coûteux que le chemin précédent. Donc, nous allons, dans tous les cas, si c'est une nouvelle case ou si c'est la deuxième fois qu'on le croise et que c'est plus avantageux, nous allons tout simplement mettre à jour les informations de cette case. Les informations à jour qu'on met, c'est tout simplement le coût que ça nous coûte pour nous rendre jusqu'à cette case-là, ainsi que le coût final et le coût estimé vers la fin. Le coût estimé vers la fin n'est pas tant nécessaire d'être calculé dans le cas où c'est une case que nous avons déjà calculée, mais ça ne devrait pas causer trop de problèmes vu que c'est un calcul simple. Aussi, on met à jour le parent, dans le fond, on met à jour la case précédente de cette case pour qu'elle sache par où que nous venons de passer pour rentrer dans ce voisin, dans le fond, pour rentrer chez ce voisin. Donc, voilà. Maintenant que nous avons déterminé toutes les valeurs du voisin et tout, un petit truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder si ce voisin-là, c'est notre destination finale, dans le fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste current neighbor. On va regarder si c'est égal au target. Comme ça, vu qu'on vient de le calculer ici, on va pouvoir tout simplement, vu que le travail est déjà tout fait et qu'on sait que ce voisin-là, dans le fond, c'est notre case finale, on ne va pas calculer toutes les autres cases autour, tous les autres voisins et tout. On va juste tout simplement arrêter parce qu'on vient de terminer et qu'on vient de trouver notre voisin. On va tout simplement rentrer on vient de trouver notre destination finale. Donc, on va tout simplement se déplacer vers cette case et terminer notre chemin là. Donc, return. Voilà, on va retourner ici parce qu'on vient de trouver notre chemin vers la fin.
il y a une autre place qu'on pourrait return, c'est tout simplement à la fin du while loop. Si le while loop complète et que si mettons le open set est maintenant vide et que nous avons tout analysé les cases et que nous avons malheureusement pas trouvé de voisin qui correspond à la fin, c'est ici le path devrait avoir fail. Dans le fond, ici, fail. Il n'y a pas de chemin possible pour se rendre vers la fin. Pour se rendre vers notre objectif, dans le fond. On va quand même faire un return comme ça ici. Mais c'est un return fail. Donc ça ne fonctionnera pas. Le chemin devrait être invalide si on passe par là. Donc voilà, nous avons toutes les informations pour calculer notre chemin. Maintenant, il manquerait juste à le mettre dans le bon ordre et l'afficher. Pourquoi le mettre dans le bon ordre? C'est parce que tout simplement, on dit à la case suivante c'est qui ton précédent et vers la fin, ce que ça va nous donner, c'est que si cette case-là ici, c'est la case finale, elle va savoir c'est qui la case précédente. Donc, on va partir de la case finale et on va retourner dans tous les previous styles de chaque case jusqu'à la case de départ. Et ça va nous donner le path. Donc, ça va nous faire un path inverse du chemin que nous voulons faire, dans le fond. Au lieu de faire début vers fin, ça va faire fin vers début. Donc, on va juste tout simplement renverser ce path-là. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser pour l'afficher rapidement, avant de se quitter. Donc, pour ce faire, je vais me créer une autre petite fonction. La fonction, je vais l'appeler retracePath, comme ça. Et ça va être une pure qui va prendre, encore une fois, 2 vecteurs. Donc, les informations qu'on a besoin, c'est une case de départ, comme toujours, et une case d'arrivée. Target, ouais, comme ça. Ok. Donc, cette fonction, ce qu'elle va faire, oups, ok, elle va aussi nous retourner le path, dans le fond, ça va retourner le path, et voilà, comme ça. Donc voilà. Tout simplement, ce que cette fonction-là va faire, c'est qu'elle va prendre la case de départ et elle va retourner vers la fin une case à la fois. Donc, je vais promoter celle-là en local variable parce que je vais en avoir besoin et ça va être ma case courante, donc la case sur laquelle nous sommes dans le path à ce moment. Et on va faire une while loop dans le fond. While loop. Donc, tant que la case courante n'est pas égale à la case de fin. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre tout le path du début vers la fin et on va looper dedans. Donc, tant que c'est pas égal à la fin, ce qu'on va faire, c'est on va se créer un nouveau path ici. Oups, le path, j'ai oublié de le mettre en mode array dans le fond. Et ça commence à être une longue vidéo. Je commence à avoir de la misère. Ok, donc. Le path ici, je vais pouvoir le promote en local variable et je vais appeler outPath. Et cet outPath là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est ce qu'on va faire. Ah oui, il va falloir un autre path aussi. Donc il me faut reversed path. Comme j'ai dit avant, dans le fond, on va créer un path inversé de la façon que ça fonctionne et ensuite on va l'inverser de côté. De vecteur 2D encore une fois. Et voilà. Ok, désolé, on va l'avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est quand on va looper au travers de notre liste, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va prendre la case courante ici, on va l'ajouter au path reverse, dans le fond, parce que ici, le start, ça sera pas vraiment le start, ça va être la fin. Et dans le fond, ce que je vais faire, start tile underscore end, puis underscore start. Voilà. Comme ça, on sait que c'est inversé. C'est pas clair comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas important. L'important, c'est que ça fonctionne. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend la courante,
puis on l'ajoute dans le path inversé, comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre la courante ici, on va find, tout simplement, et il faut utiliser la structile. Je l'ai fait à l'envers, c'est pour ça que c'était un petit peu difficile. Voilà, comme ça. On va splitter ça. Donc, on prend notre structure, on y donne l'index du courant et on prend la previous. C'est pour ça que c'est inversé dans le fond. Parce qu'on va tout le temps prendre la case précédente à la celle qu'on vient d'avancer, qu'on est en ce moment. Donc voilà, on va changer notre case courante. Et ceci va se faire tant et aussi longtemps que la case courante n'est pas égale à la case du départ, la case de fin. Je vais juste le mettre ici, à coup que ça affecte quelque chose qui soit attaché ici, je crois pas, mais juste au cas, ça va être plus clair comme ça de toute façon. Donc, tant qu'on n'est pas rendu à la case de target, qui veut dire le début de notre path, tant qu'on n'est pas rendu à cette case-là, on va continuer de looper là-dedans. Une fois qu'on est rendu enfin à cette case-là, on a notre path inversé de fait. Et dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est reversed, inverted path. Ça va être plus clair un peu. Bon, peu importe. Inverted, c'est juste que ce qui me mélangeait dans le fond, c'est la reverse for each loop. Il y a une for each loop dans Unreal qui commence par la fin de l'array et qui s'en va vers le début. Donc voilà, en collant cette fonction-là, en collant cette loop-là, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre tout simplement la même chose qu'en haut. On peut prendre un autre path, ajouter l'élément de notre loop qu'on est en train de looper dedans, dans le fond, notre élément courant, et l'ajouter dans cette path de sortie. Ce qu'il va faire, c'est que ça va l'inverser parce que ça reverse un reverse, donc ça le remet en ordre. Donc voilà, on peut sortir le path comme ça. Donc voilà, ce que nous venons de faire, c'était de retracer le path. Donc je peux juste appeler cette belle petite fonction-là ici, que je vais mettre dans la catégorie pathfinding. Voilà. Donc le début et la fin va tout simplement être le début et la fin de notre algorithme de pathfinding, en fond de notre fonction que nous sommes dedans en ce moment. Et je vais promote ça en variable pour la grille complètement, et ça va être, je vais tout simplement appeler path. Donc ça va être le path de la grille. Donc le path que nous venons de calculer, la grille va être au courant qui existe, et c'est le path courant. Et voilà. Donc nous avons notre path qui est maintenant dans une variable.